La saison du vélo se terminera bientôt pour la majorité des Montréalais et c'est l'heure de dresser un bilan de la dernière année pour les cyclistes de la métropole. On en parle cette semaine au Bulletin. On parle d'aménagement de pistes cyclables et de sécurisation de la route pour les vélos avec la porte-parole de Vélo Québec. Aussi à l'émission, qui dit temps des fêtes dit Opération Nez Rouge, on parle de sa 33e édition avec la coordonnatrice pour la région de Montréal. Et c'est la saison du Salon du Livre, on explore l'édition 2016 du Salon avec la présidente de leur conseil d'administration. Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. Le vélo a été très présent dans l'actualité des derniers mois, que ce soit à cause d'accidents de la route impliquant des cyclistes, d'éventuels changements en profondeur du Code de la sécurité routière ou de l'aménagement de pistes cyclables supplémentaires. Donc, pour dresser un bilan de la dernière année vélo à Montréal, nous accueillons la porte-parole chez Vélo Québec, Magali Brebonne. Madame Brebonne, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Merci. Alors, on va commencer en parlant avec vous de sécurité. Il y a eu malheureusement, depuis quelques années, il y a eu des accidents très médiatisés, notamment dans des viaducs, là, impliquant des cyclistes, malheureusement causant la mort à l'occasion. Les passages problématiques sous les viaducs seront tous sécurisés d'ici 2017. C'est ce que la Ville de Montréal nous mentionne. Est-ce que les mesures qui ont été annoncées ce printemps pour la sécurisation des viaducs vous semblent satisfaisantes? C'est des mesures qui ont commencé en fait dès 2014 à la suite du décès de Mathilde Blais dans le viaduc Saint-Denis. Donc Saint-Denis qui était dans Rosemont, si je ne m'abuse. Entre Rosemont et le Plateau, exactement. Voilà. Et très rapidement, la Ville de Montréal s'est mobilisée pour permettre, entre autres, aux cyclistes d'emprunter les trottoirs dans ces viaducs-là. Donc on s'est dit, on va plutôt faire partager les piétons et les cyclistes que les 2 roues et les 10 roues, ce qui était plutôt une bonne idée. Et par la suite, la Ville de Montréal a entrepris une évaluation de tous ces passages inférieurs, de tous ces viaducs, pour voir dans lesquels elle pouvait réallouer une partie des voies automobiles pour les donner aux cyclistes et leur permettre une plus grande sécurité. Alors, ça ne veut pas dire que même à la fin de ce processus-là, l'ensemble des viaducs auront vraiment une voie cyclable. Dans certains cas, on va continuer à devoir rouler sur les trottoirs. Alors, c'est une solution qui, en attendant une reconstruction complète des viaducs, est mieux que rien. C'est plus sécuritaire pour les cyclistes que de rouler en plein milieu de la voie avec les véhicules. C'est toujours une question de visibilité, puis c'est à chaque cycliste vraiment d'évaluer dans quel contexte il se sent en sécurité d'emprunter la voie auto. Mais s'ils ne se sentent pas en sécurité sur cette voie-là, eh bien, au moins, ils peuvent emprunter le trottoir. Alors pour ça pour nous, c'est tout de même une amélioration, même si dans un monde idéal, on aimerait voir sous tous les viaducs un aménagement tel que celui qu'on a au niveau de Saint-Laurent et Bellechasse, qui est un aménagement qui, depuis qu'il a été conçu, voit des nombres records de cyclistes l'emprunter. Je pense que c'est le compteur de Montréal qui actuellement enregistre le plus grand nombre de passages. C'est bien pour dire le besoin qu'ont les cyclistes de pouvoir emprunter des passages sécuritaires pour traverser ces voies. Et justement, à ce viaduc-là, Saint-Laurent-Bellechasse, donc les pistes cyclables ont été élargies. Il y a un genre de sas, en quelque sorte, qui a été créé. Un sas, vous me corrigerez si je me trompe, c'est une zone peut-être un peu plus large permettant aux cyclistes d'attendre que le feu passe au vert de façon peut-être un peu plus confortable, disons ça comme ça, que d'être à la queue leu-leu. C'est bien ça? Oui, en fait, ce qui s'est passé au niveau du viaduc Saint-Laurent, c'est qu'on a carrément réalloué la moitié de l'espace qui passait sous ce pont de chemin de fer. Et on a dit, mais la moitié de cet espace-là, on va le dédier aux cyclistes. Alors, on a pu faire une piste cyclable bidirectionnelle, très confortable, qui fait en sorte que les cyclistes peuvent circuler en toute sécurité, même en hiver, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a tout un tas de voies cyclables qui, malheureusement, disparaissent encore dès le 15 novembre. Voilà. On parlera d'ailleurs tantôt avec vous justement des différentes mesures à prendre pour faire du vélo en sécurité durant l'hiver. Justement, pour revenir sur les sas dont on parlait, c'est une des recommandations du plan Vision Zéro Accident qui a été annoncé par l'administration Coder au début du mois de septembre. Rapidement, pouvez-vous un peu nous expliquer quel est ce plan et quelle est votre analyse chez Vélo Québec de ces suggestions-là de l'administration Coder?
Alors, dans ce plan Vision Zéro, il y a un certain nombre de mesures qui avaient déjà été annoncées. On reparle par exemple de la sécurisation sous les viaducs. On parle des sas vélos, qui sont effectivement des zones qui permettent aux cyclistes de se mettre en dehors des angles morts, parce qu'on sait qu'un grand nombre d'accidents, dont ceux qui sont arrivés récemment et causant le décès de certains cyclistes, arrivent au moment où des véhicules, et en particulier des véhicules larges, tournent à droite alors qu'un cycliste veut continuer tout droit. Si le cycliste est à côté du véhicule, il n'est pas visible du chauffeur. Alors, le fait que ces sas-là se multiplient à Montréal, c'est une bonne chose. On nous annonce également que dans certains réaménagements majeurs, on va regarder particulièrement les besoins des cyclistes, et c'est quelque chose qui devrait vraiment devenir un réflexe dans l'administration, la machine municipale. C'est que quand on refait une artère, on va la refaire pour les 10, 20, 30, 40 prochaines années, que systématiquement on pense à la place qu'on va accorder au vélo. Et malheureusement, on a encore vu trop de réaménagements majeurs qui ont été faits sans faire aucune place au vélo récemment. Alors ça, on espère vraiment que ça va changer. L'autre mesure qui était intéressante dans le plan Vision Zéro, c'est la réduction des vitesses de circulation à 30 km/h dans les quartiers résidentiels et 40 km/h sur les artères. Et ça aussi, c'est important parce qu'on sait que la gravité des accidents, elle augmente considérablement avec la vitesse. Ce qui manquerait peut-être, ce serait un plan pour diminuer le volume de circulation. Ça, la Direction de santé publique de Montréal le dit, si on veut diminuer les accidents qui impliquent les piétons et les cyclistes, il faut réduire le volume de la circulation, la vitesse de la circulation et créer des aménagements sécuritaires. Donc, voilà. Donc, somme toute, vous êtes quand même satisfait des mesures qui ont été annoncées par l'administration. C'est un bon début. D'accord. Justement, bon, il existe toutes sortes d'initiatives possibles pour améliorer la sécurité à vélo. Vous venez d'en faire mention de plusieurs d'entre elles. Est-ce que d'augmenter le contrôle policier, donner plus de contraventions, d'être peut-être plus présent, est-ce que ce serait aussi une bonne chose à faire pour essayer de rendre les cyclistes peut-être moins vulnérables? Et est-ce que, d'autre part, les cyclistes ont aussi une part de responsabilité et des mesures qu'ils doivent prendre de leur côté pour s'assurer de ne pas se mettre vulnérables face aux automobiles? Toutes ces actions-là sont complémentaires. Il faut agir sur l'environnement. On sait que des bons aménagements vont conduire à de bons comportements. Il faut agir sur l'encadrement. Et c'est aussi la raison pour laquelle on pousse pour une révision du Code de la sécurité routière pour que, justement, les infractions correspondent bien à la gravité des gestes. Alors, chacun doit faire sa part sur la route. Il faut partager la route. Il faut faire attention aux autres. Ça veut bien sûr dire que les cyclistes ont leur part de responsabilité. Il y a des choses qu'on peut rappeler peut-être comme la visibilité. C'est hyper important d'être visible. Alors nous, on n'a aucun problème à ce que, par exemple, les policiers sévissent contre des cyclistes qui sont invisibles la nuit, qui n'ont aucun feu actif. C'est quelque chose qui est obligatoire dans le Code de la sécurité routière depuis des années, et pourtant, un cycliste sur 4 seulement a un éclairage actif quand il circule la nuit. Alors ça, par exemple, c'est quelque chose, on est tout à fait en accord avec ce type d'intervention. Il faut cependant que les interventions soient mesurées, relative à la gravité du geste, et qu'elle ne s'applique pas seulement aux cyclistes, mais également aux automobilistes, parce que dans un grand nombre de cas, en fait, les torts sont souvent partagés à part égale entre les manœuvres dangereuses des cyclistes et des automobilistes. C'est quelque chose qui est parfois, on a une mauvaise perception de ça, mais dans plus de la moitié des accidents, selon les études faites par le SPVM, c'est l'automobiliste qui était en cause. Je veux vous entendre rapidement sur les modifications au Code de la sécurité routière. Il y a eu des modifications qui ont été annoncées, entre autres par rapport à la distance qu'on doit laisser lorsqu'on est automobiliste, entre nous et le vélo. Est-ce que ce sont de bonnes modifications? Est-ce qu'il faudrait aller plus loin dans les modifications du Code de la sécurité routière? On est très satisfait que ces deux mesures-là aient été implantées sans attendre parce qu'elles étaient vraiment nécessaires. Donc, la distance minimale à respecter quand on dépasse un cycliste, et également l'augmentation des sanctions en cas d'emportiérage, c'est-à-dire quand on ouvre sa portière et qu'on heurte un cycliste, parce qu'on a eu plusieurs décès qui ont été liés à ce genre d'incident. Et il y a des points d'inaptitude qui sont reliés à ça maintenant, c'est bien ça? Oui. Et puis maintenant, l'amende est de entre 200 et 300 $, alors qu'avant, c'était 30 $ pour un geste qui peut tuer quelqu'un. Ça ne nous paraissait pas tout à fait adéquat. Alors, c'est un bon début, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que le Code de la sécurité routière soit revu en profondeur. Il reste un certain nombre d'autres éléments à modifier dans ce code-là, qui a été conçu à une époque où le vélo n'était pas vraiment un mode de transport reconnu comme tel. Voilà, c'était peut-être un peu plus un loisir pour les plus jeunes. Voilà. Il nous reste peu de temps. L'hiver s'en vient. Il y a des pistes cyclables, peut-être pas suffisamment nombreuses, mais il y a des pistes cyclables qui sont ouvertes l'hiver pour permettre aux cyclistes de se déplacer à vélo. Quels conseils précis pouvez-vous donner aux cyclistes qui veulent rouler à vélo l'hiver, autant en termes d'équipement que de sécurité?
Visibilité, je me répète un petit peu, mais avec les journées très courtes qu'on a, c'est important d'être très visible. Ça peut être aussi des couleurs peut-être plus voyantes dans les vêtements aussi. Ça peut être ça également, mais dès lors que la nuit tombe, ça prend une source active d'éclairage. Donc ça, c'est extrêmement important. Bien sûr, on ralentit, on anticipe, on prend le temps, on prévoit un petit peu plus de temps pour ses déplacements. On peut adapter son vélo. On pourrait faire toute une émission sur le sujet. Vous pouvez réduire légèrement la pression de vos pneus, rien que ça, pour améliorer l'adhérence de vos pneus sur l'asphalte, bien juger quelles sont les conditions et puis prendre du plaisir. Voilà, prendre du plaisir, tout en sécurité durant l'hiver. Magali Bebron, donc, vous êtes porte-parole de Vélo Québec. Merci d'avoir été là. Merci à vous.